Donc comité social-économique de SNCF Réseau, élu que je représente ce soir avec mon collègue de Brive, qui dépend aussi de CCSE. Le but de notre expertise et de notre demande est de poursuivre les démarches qui ont été entamées aussi bien par les organisations syndicales que les élus qui se sont organisés aussi en association sur cette ligne ferroviaire pour ne pas voir disparaître les trains de fret, mais aussi pour voir recirculer des trains de voyageurs sur nos lignes. Aujourd'hui, on a un double discours de la direction SNCF qui nous annonce des montants faramineux de réouverture pour la réouverture aux voyageurs de cette ligne. Et donc, nous, élus CSE, nous voulions avoir d'autres données. Et pour ça, nous avons mandaté donc, des cabinets d'expertise indépendants de la SNCF qui ne sont pas des services de la SNCF pour pouvoir estimer les différents coûts de cette réouverture. Et au-delà des coûts de réouverture et d'investissement, estimer les bienfaits environnementaux et les impacts positifs que ça pourrait avoir pour les populations aussi bien du Limousin que de l'Auvergne et du massif du Sancy. Donc la présentation de ce soir et le travail pour le cabinet sera restitué par Madame Garand qui est ici, qui représente donc, le cabinet Bérim, et une deuxième partie par le cabinet Projexa. Donc, si vous avez... et qui commencera par... Oui. Par partenariat également. C'est une entreprise qui travaille aussi dans le ferroviaire. Si vous avez des questions tout au long de cette présentation, des choses à éclaircir, n'hésitez pas à en faire part. On essaiera d'y répondre bien évidemment dans les meilleures conditions. Et puis voilà, je vous propose de commencer. Je vais commencer par une présentation des lignes et du diagnostic des infrastructures qu'on a pu réaliser pendant le courant du mois de mai. Est-ce que tout le monde voit bien, tout le monde m'entend bien? Donc on parle ici des lignes, de la ligne du Mont d'Or, de l'accueil à Mont d'Or, qui vient de Volvic jusqu'à Mont d'Or ici. Mais on parle aussi du service des voyageurs entre Volvic, Aigurande et Ussel. Donc là, c'est deux autres lignes de SNCF qui sont à cheval sur les régions Auvergne-Rhône-Alpes et Nouvelle-Aquitaine. Donc le projet concerne au global 3 lignes au sens que l'entend SNCF Réseau. Aujourd'hui, donc, la ligne entre l'accueil Ussel et Aigurande-Ussel, elle ne voit plus aucun trafic depuis 2016. Par contre, sur Volvic, l'accueil et même jusqu'à La Bourboule, vous avez encore des trains de fret jusqu'à l'entreprise SMDA à La Bourboule, un petit peu après la gare. Donc cette ligne de l'accueil à Mont d'Or, elle date de la fin du 19e siècle, elle est assez ancienne, elle a été créée pour desservir les deux stations thermales de Mont d'Or et de La Bourboule. Elle est donc aujourd'hui, comme je le disais, ouverte uniquement au trafic de trains fret jusqu'à l'usine de SMDA. Donc cette usine, elle se situe à peu près ici. Vous avez ici la gare de La Bourboule et là le terminus de la gare de Mont d'Or. Cette ligne, elle fait 14 km environ, elle est toute en voie unique et la voie est non électrifiée. Elle comporte 3 gares, donc la gare de l'accueil qui accueille encore des voyageurs qui eux viennent prendre le car, et les gares de La Bourboule et de Mont d'Or qui sont fermées aux voyageurs. Et la ligne présente 11 passages à niveau qui sont aujourd'hui tous ouverts. Sur cette section, donc, on a pu la visiter au courant du mois de mai avec mon collègue. Entre l'accueil et l'ITE, alors ce qu'on appelle un ITE, une ITE, c'est une installation terminale embranchée. C'est une entreprise privée qui est raccordée aux voies ferrées de SNCF Réseau. SMDA aujourd'hui dispose d'un embranchement à peu près après la gare de La Bourboule. Comme il y a encore de la circulation de train fret, cette ligne elle est en bon état, elle est entretenue. Ce qu'on a pu constater et ce qu'on pourrait recommander, donc il n'y a pas de travaux de voie importants à faire pour réouvrir au trafic voyageur. Il faut voir que les normes de sécurité sont les mêmes. Il n'y a pas de choses à faire en plus pour ajouter du trafic de voyageurs. Par contre, on peut voir qu'il y a des travaux de mise en conformité à faire à certains passages à niveau et dans les gares de l'accueil et La Bourboule pour l'accueil des voyageurs. Par contre, entre donc, la fin de la zone exploitée et la gare du Mont d'Or, là on est envahi de végétation sur les abords et sur la plateforme. Et on a pu voir qu'en gare de Mont d'Or aussi, toutes les installations elles sont obsolètes, donc tout est à remplacer. Là je parle bien sûr de la signalisation ferroviaire. Donc là il y aura des travaux de débroussaillage et lagage importants à faire. Remettre en service les installations des passages à niveau, c'est tout ce qui est gestion des demi-barrières, des feux.
et remplacer tous les équipements, le mobilier en gare de Mont-d'Or. Ça c'est pour cette première partie du projet. Si après on part vers la Nouvelle-Aquitaine, donc entre l'accueil et Aigurande-Merline, on est aussi sur une ligne de la fin du 19e siècle qui est en voie unique, qui est fermée depuis 2014 faute d'entretien et de maintenance, et donc qui comporte les 2 gares et 7 passages à niveau. Il y a une ancienne halte qui était par ici à la Sellette, qui est fermée depuis plus longtemps. Donc cette section, elle est encore plus encombrée de végétation. Là, je ne vous mens pas, il faut imaginer qu'il y a des rails ici, on ne les voit pas très bien. Voilà. Donc on n'a pas pu se rendre sur toute la ligne, bien évidemment. Mais on a pu constater à certains endroits, notamment au passage niveau et sur les ouvrages, l'état de la voie. Donc là, il faut bien sûr tout débroussailler, élaguer, remettre en état tous les systèmes de fossés pour assurer un bon assainissement de la plateforme. Il faut renouveler complètement la voie, donc les rails, les traverses, le ballast. Il faut remettre en service toutes les installations au passage à niveau. La plupart des installations elles ont été déposées et il n'y a plus de PM. Et dans la gare de Aigurande, donc vous voyez 2 photos ici en bas, et ben, il faut aussi refaire beaucoup de travaux de génie civil, remettre en conformité tous les quais, faire des traversées de voies, etc. Enfin, sur la dernière section, là, donc de Aigurande à Ussel, c'est une section qui a été entretenue un peu plus longtemps, jusqu'en 2018, bien qu'il n'y ait pas de circulation, et donc qui est en relativement très bon état. Vous pouvez le voir sur la photo, là, tout est assez bien dégagé, les rails sont en bon état, le ballast aussi, la végétation est assez claire, sauf dans certaines sections, notamment à la proximité de la gare de Ussel, où la plateforme est en déblai, donc dans l'ombre, et là la végétation s'est beaucoup développée. Donc là-dessus, on préconise des travaux plus ponctuels de élagage, curage, débroussaillage et des travaux de remise en service des installations au passage à niveau. Vous voyez qu'il n'y a pas de travaux à prévoir sur la partie voie ferrée, hormis peut-être des détections de défauts et des remplacements ponctuels tant que la ligne est encore fermée. Donc je terminerai par l'estimation des coûts des travaux qu'on a pu faire. Donc on a distingué la section l'accueil Mont-d'Or et la section l'accueil Ussel. Et donc pour ces 2 parties, on préconise de remettre en place une signalisation ferroviaire qu'on appelle à bloc manuel. Je ne vais pas rentrer trop dans le jargon technique, mais voilà, c'est la solution la plus simple et la plus adaptée au trafic qu'on envisage sur cette ligne. Il faut voir que SNCF a plutôt tendance à développer des systèmes européens type ERTMS, mais qui engendrent, vous le voyez, des plus-values à 12 millions, voire 37 millions entre l'accueil et Ussel, donc qui font tripler les coûts du projet. Donc là où on apporte notre expertise d'indépendance, c'est qu'on pense que pour ce genre de ligne, il vaut mieux rester sur des solutions plus classiques, moins innovantes. Et enfin, le deuxième volet, c'est plutôt l'aspect des aménagements des gares, où là, on pourrait imaginer soit équiper à minima avec des points de vente, d'accueil, du mobilier sur les quais, etc., soit remettre en conformité l'ensemble des bâtiments voyageurs, qui sont quand même des bâtiments d'époque assez classieux, mais du coup qui engendrent des surcoûts de l'ordre du 1,7 million d'euros. Voilà pour les aspects, on va dire, techniques du projet. Je vais laisser la main à Carole pour plus d'éléments sur le contexte. Donc, sur le contexte, en effet, vous avez entendu tout à l'heure, aujourd'hui on a des ITE, enfin on a une ITE, une installation technique embranchée, qui veut dire qu'il y a quelqu'un aujourd'hui qui utilise cette voie-là pour charger. Donc aujourd'hui on sait que sur cette ligne-là, on a des gens qui autour de la voie ferrée sont potentiellement des chargeurs, donc des gens qui pourraient utiliser la voie ferrée pour transporter leur chargement. Alors on a parlé tout à l'heure, Florence a parlé de la seule activité embranchée qui est l'usine SNDA, donc l'usine qui se situe au Genestou à la Bourboule, l'entreprise des sources des eaux du Mont-d'Or, qui est bien l'unique utilisatrice et qui l'utilise pour environ 40% de sa production par an. Donc elle transporte 90 000 tonnes d'eau par an par le fret aujourd'hui. Et c'est un embranchement qui date d'une quinzaine d'années. Ça veut dire qu'elle a 60% de sa production qui part par camion, par les routes aujourd'hui. Et il y a d'autres activités qu'on peut retrouver le long de cette voie-là qui ne sont pas embranchées, mais qui sont très proches de la voie ferrée actuellement, qui ont des activités qui permettraient
de réutiliser, donc d'utiliser la voie ferrée. Alors on parle d'Aquamarque à l'accueil, c'est pareil, c'est une usine d'eau, donc c'est une usine d'embouteillage, qui est implantée pour le coup à l'accueil, à proximité de la voie ferrée, pour laquelle alors Florence a fait une petite étude de mise en œuvre de cette fameuse ITE, installation technique embranchée, qui permet de venir raccorder l'usine. Aujourd'hui, c'est 250 millions de litres d'eau par an, c'est une belle usine. Il était envisagé par la direction 300 millions de litres par an, c'est les eaux de l'accueil, hein, celles qu'on achète dans les supermarchés, pas loin d'ici. Et il était envisagé en 2020 la création d'une nouvelle zone de production à Noma-le-Caire. Donc aujourd'hui, l'usine Aquamarque a l'autorisation d'aller faire une usine d'embouteillage également sur Noma-le-Caire, sur son chemin. Et donc aujourd'hui, ça passe bien en camion. Voilà. La proposition qui est faite, c'est d'aller recréer une installation terminale embranchée. L'usine se situe là à 800 mètres de la ligne existante. Vous la voyez ici. Et la proposition, c'est donc de recréer une voie ferrée qui permettrait de rentrer dans le site. Vous voyez aujourd'hui les possibilités et les hypothèses de chargement qui pourraient être prises pour traiter de ce sujet. C'est évidemment à revoir avec l'usine, qui aujourd'hui ne prend pas aujourd'hui le chemin en tout cas de cet aménagement. Pourquoi? Alors aujourd'hui, on n'a pas eu le retour de leur part, on les a sollicités sans retour. Et la filière bois, ça ne peut pas évaluer? Alors la filière bois resterait une filière également, on va peut-être en parler. La filière bois reste une filière, en effet, alors on n'a pas d'éléments implantés entre Ussel, l'accueil, le Mont d'Or, on n'a pas forcément d'usine, en tout cas de zone d'entreprise qui pourraient être intéressées de façon très proche. Par contre, on en a plutôt sur la portion qui va d'Ussel à Limoges. Là, ça existe. Donc en fait, c'est vrai que l'idée, c'est de se dire, on a des possibilités sur la ligne qu'on a traitées actuellement, c'est-à-dire Ussel, l'accueil, le Mont d'Or. Sur ces secteurs-là, on a des entreprises. On sait qu'on a aussi des entreprises par ailleurs qui pourraient utiliser cet élément-là pour aller soit vers Clermont, soit vers Bordeaux, puisqu'on a la deuxième branche. En effet, ça fait partie des potentiels. Si je peux me permettre, par rapport à l'accueil, il y avait un quai qui a été abandonné, puisque maintenant il y a des constructions dessus. Donc, moi je représente l'association qui réunit à la fois les élus et les citoyens du coin pour justement défendre cette ligne. Et non seulement pour le fret, mais si possible pour retrouver des voyageurs. Or, nous avons rencontré les responsables des eaux de l'accueil, c'est pour ça que je me permets d'intervenir à ce moment-là. Et eux, ils sont tout à fait intéressés par le fait qu'il y ait une espèce de pôle à la gare de l'accueil. Ce qui est la proposition de celui qui est le responsable du fret ferroviaire SNCF, du fret, mais pas du reste. Et parce que lui, ce qui l'intéresse, c'est de faire partir ces eaux qui sont extrêmement bien vues du côté de l'ouest. Donc c'est pas Bordeaux, c'est plutôt Nantes qui serait visé. Mais Par l'accueil, de toute ils façon. sont plutôt bienveillants si ça pouvait se faire. Il y a à la fois de l'usine du Mont d'Or et de celle de l'accueil plutôt une écoute très positive. Je pense qu'en effet, c'est une bonne solution. Enfin, la quantité d'eau et la quantité d'eau qui est produite, qui est transportée par camion, est évidemment un sujet environnemental pour la totalité des gens qui habitent entre l'accueil et puis l'autoroute, globalement. Voilà. Donc c'est un vrai sujet. Oui. Oui, Eric Brugère, je suis le maire de l'accueil. Voilà. C'est pour rebondir sur... Donc, effectivement, Aquamarque, depuis le départ, alors, je m'excuse, je suis arrivé un peu en retard, mais je n'ai pas forcément eu tout à fait le début. Depuis le départ, ils ont fait des ouvrages d'art, enfin, que vous avez dû constater. Il y avait une voie qui était prévue au départ, avec des ouvrages d'art, un terrassement. Aujourd'hui, ce qui manque simplement, c'était de mettre les voies en place. Et effectivement, il n'y a pas eu de répondant côté fret, SNCF. Il n'y a pas eu de négociation, il n'y a pas eu franchement de travail qui a pu être fait dans ce sens-là.
Mais effectivement, pour rebondir, aujourd'hui, si jamais il y a un interlocuteur en face, ils sont prêts à travailler. Aujourd'hui, ce qui manque, c'est un interlocuteur. Pour rebondir de la même façon, pour rebondir, donc Partenariat, il a fait une estimation du coût de la réalisation de cet embranchement. Tu peux peut-être Oui, on l'a parlé là, mais on a fait une estimation. Donc il y a 800 mètres de voies créées pour arriver jusqu'à leur site. Et après, dans leur site, on avait imaginé leur prévoir 2 voies pour gérer l'arrivée et le départ des trains. On avait estimé à environ 3 millions d'euros, à peu près, la création d'ITE. Mais effectivement, pour rebondir sur ce que disait Mme Auroy, aujourd'hui, ils étaient aussi en train d'étudier des possibilités qu'on pourrait partir de la gare d'accueil. Pour repartir de la gare d'accueil, il faut y arriver. C'est le sujet. Très bien, merci. Donc, qu'est-ce qu'on a vu aussi comme possibilité? Alors, on parle bien de possibilités. Hein. C'est des gens qu'on a sollicités, qui n'ont pas forcément répondu, mais sur lesquels on considère qu'il y a des vraies possibilités. Pourquoi il y aurait des vraies possibilités? Parce qu'ils sont implantés à proximité totalement immédiate de la voie ferrée. Alors, il y a une Poutelaine des Dômes à Saint-Ours-les-Roches, qui est quand même une belle entreprise, 10 hectares, 120 000 tonnes par an. Voilà. Qui fut embranchée, mais qui n'y est plus. Et on a d'autres possibilités sur ce tronçon, qui pourraient être les carrières du Puy à Roure, donc, qui est une production de granulats. Une production de granulats, 250 000 tonnes par an. Et une deuxième qui est Paprec, un recyclage de déchets à Saint-Ours et Chagny, de la société Paprec à Saint-Ours, qui recycle du papier, du carton, plastique, bois, qui fait aussi des encombrants, véhicules de la ferraille, et qui pourrait, sur lequel qui affiche entre plus de 80 000 tonnes de traitement par an. Donc tout ça fait qu'en effet, y compris sur la totalité de la voie, une activité aujourd'hui, demain la possibilité d'en avoir beaucoup plus. Alors qu'est-ce que ça fait que cette amplification du fret? Alors on parle bien aujourd'hui de l'impact environnemental que peuvent avoir les camions sur l'environnement, puisqu'aujourd'hui ce qu'on sait, c'est que ce qui génère le plus de gaz à effet de serre et majoritairement de CO2, c'est bien le transport routier et la voiture majoritaire. La voiture, c'est vrai majoritairement en nombre, mais pour 24% les transports routiers. Et aujourd'hui, dans le cadre de la stratégie nationale bas carbone de l'État, en 2050, il est quand même prévu que le service des transports n'émette plus aucun gaz à effet de serre. Peut-être un vœu pieux, en tout cas un vœu, et qui va dans le sens de la réduction, évidemment, dans tous les secteurs, de ces émissions de gaz à effet de serre. Donc voilà ce que je vous disais. 97% des émissions de gaz à effet de serre constituées du CO2 qui provient des carburants. Les transports routiers qui contribuent à la quasi-totalité de cet élément-là. 24% pour les poids lourds, 54% pour les véhicules. Et pour le train, quelque chose d'infinitésimal aujourd'hui. Et quand on revient à la problématique en cours de on réouvre la voie, c'est une chose, mais on veut surtout qu'elle perdure. Et si jamais la voie est fermée, ce qui était une crainte, voilà. Si la voie ferme, c'est bien les 90 000 tonnes d'eau aujourd'hui de la SNDA qui seront remises sur la route. Donc ça fait 6400 poids lourds par an, ça fait 123 par semaine, ça fait 483 tonnes de CO2 si on fait un calcul assez simple de ce que ça peut générer. Et c'est un calcul important parce que ça nous permet de comprendre quelle est la teneur de ce que ça peut apporter. Voilà. Donc aujourd'hui, pardon ? Il y a un parler des camions. Ah, des camions. 40% d'utilisation par le train aujourd'hui pour SNDA. On peut imaginer une optimisation à 60%, il faut bien faire des hypothèses, hein, on essaie de les faire avancer. Pour Aquamark et Pouzzolan, voilà, qui sont aujourd'hui 100% en transport poids lourd. Si on peut émettre l'hypothèse d'une avec une petite faute, évolution vers un transport de 40% en poids lourd, comme les SNDA aujourd'hui, ça générerait des énormes économies d'émissions de gaz à effet de serre, très significatives pour l'environnement de tout le secteur. Vous le voyez, 392 tonnes pour le CO2, du dioxyde de carbone et du dioxyde de soufre pour 855 millions par an de tonnes qui sont aujourd'hui traitées par la route. Alors, c'est très bénéfique pour le CO2, pour le dioxyde de carbone et le dioxyde de soufre.
Je tempère un petit peu parce qu'il faut dire la réalité, c'est qu'aujourd'hui, le train qui est aujourd'hui au feu, on disait, génère quand même quelques gaz à effet de serre de plus que les camions et voilà, de l'oxyde d'azote, le smog, enfin le COVM, et puis des poussières et des particules, on a quand même, voilà, remettons les choses à leur place. Mais néanmoins, pour le CO2, qui est quand même l'élément majeur sur lequel on statue aujourd'hui, on a un bénéfice énorme pour le transport des marchandises par le fret. Et évidemment, un trafic de poids lourds allégé, si on enlève les camions de la route, un nombre de camions, et aussi un impact très positif pour la circulation, puisqu'on sait que le trafic poids lourd est extrêmement dommageable pour les voiries, et donc coûte cher à la totalité cher à nos impôts, en fait. C'est bien finalement le bien commun, la route, qui est traité par nos impôts. On va dire ça. Voilà. Donc si on prend aujourd'hui les activités qui sont possiblement utilisatrices du fret, les 855 000 tonnes de marchandises, ça correspond à plus de 19 000 poids lourds par an, 40 tonnes à peu près moyen. Demain, avec une utilisation du train fret pour 40% des charges, c'est 7 000 camions de moins sur les routes par an. Voilà, c'est 40% de baisse. Et c'est véritablement une opportunité qu'il faut continuer à regarder et à traiter. Et vous en parlez, monsieur, tout à l'heure, on a évidemment parlé des autres activités industrielles qui pourraient passer, parce que là, on ne parle que des activités qui pourraient être embranchées sur notre portion. On ne parle pas de tout ce qui pourrait être repris depuis les portions de part et d'autre. Ce sont les activités forestières, celles de transformation du bois, dont vous parliez tout à l'heure, et on pourra en reparler peut-être à la suite. Les grandes installations militaires, on évoquait le camp de la Courtine avec la possibilité d'acheminer également du matériel par ce biais-là. Et évidemment, l'utilisation de la ligne comme le tronçon essentiel du maillage interrégional qu'on a perdu avec la fermeture de la voie. Évidemment, la pacification de la circulation sur les routes. Il y a une sécurisation aussi Amandine Deval, je suis conseillère régionale de Corrèze. Il y a aussi le fait d'avoir moins de camions, une sécurisation de la route, enfin, il y a moins de morts et moins de blessés sur la route. Absolument. Et on va peut-être en parler sur cette donnée sur les externalités positives, puisqu'aujourd'hui, quand on fait un projet de ce type-là, on regarde combien ça coûte à la société le fait que des camions ou des voitures ou des trains passent dans la circulation. Donc une externalité, c'est l'impact d'un projet sur l'ensemble de l'environnement autour, et l'environnement, c'est la pollution, le bruit, voilà, ces éléments-là. La pollution, voilà, l'effet de serre, on reparle du gaz à effet de serre, le bruit, le perte ou le gain d'attractivité sur un territoire, l'encombrement, la congestion, donc le nombre de véhicules sur la route, la sécurité également, qui permet d'appréhender les accidents corporels, ce dont vous parliez tout à l'heure, madame. Et tout ça, aujourd'hui, on peut le chiffrer. L'Europe a sorti un document qui permet de mettre un prix sur chacune de ces externalités et de pouvoir chiffrer ce qu'est l'impact environnemental de telle ou telle solution. Donc c'est le calcul qu'on a fait. Par exemple, sur 15 ans, les externalités qui sont liées au transport des 5 sociétés représentent près de 22 millions d'euros. Voilà. Sur 15 ans, c'est énorme. En fait, c'est la somme des nombres de kilomètres qui sont parcourus par les camions et voilà, le chiffrage de ces impacts sur l'environnement. Donc à peu près 22 millions des externalités sur 15 ans sur ces 5 sociétés. On ne l'a pas fait sur les autres sans avoir une connaissance très fine de ce qui se passe ailleurs. Et donc demain, dans un objectif d'utilisation du fret à 40% de production pour toutes les sociétés, ce qu'on a vu tout à l'heure, on imagine que 40% c'est bien, augmenter SMDA c'est mieux. On économise sur les externalités environ 13%, 2,8 millions. Si on augmente à 60%, on arrive à 3,8 millions d'euros d'externalités qu'on ne paye plus. Et Aquamark en particulier, sur 15 ans sans utilisation de train, c'est plus de 8 millions d'euros. Et c'est à mettre en relation cet élément-là avec le coût de la réalisation de son ITE, qui est de 2,7-3 millions. Donc ça permet d'avoir une notion de l'impact environnemental et du coût. C'est un peu le bénéfice-avantage qu'on essaye de montrer. Voilà. Ensuite, la réouverture. Pardon, c'est ça.
ça que je m'intéresse. Ah, c'est les voyageurs, d'accord. Excusez-moi. Alors, pour les voyageurs, c'est un peu plus compliqué parce que ce qu'on a vu, c'est qu'avant la fermeture de 2014, la situation était déjà dégradée. Le nombre de personnes qui utilisaient le train était finalement en baisse. Pourquoi? Parce qu'il y avait des ruptures de charge, parce que les horaires étaient plus cohérents, parce qu'on avait du mal à faire le lien entre Ussel et Clermont. On n'arrivait plus à avoir les correspondances pour Paris, on n'arrivait plus à avoir les correspondances pour Lyon. Un problème. Donc, Ouais, mais depuis, l'essence a augmenté. et depuis, l'essence a augmenté. Il faut être sincère, parce que moi, personnellement, je suis allée en Normandie, et ben, croyez-moi que si on avait eu le train, et ben, je serais allée en train. Et ben, on est tous d'accord que reprendre une liaison Ussel, Clermont et le reste du monde, c'est bien. Alors, qu'est-ce qu'on a comme potentiel? Vous en avez parlé, madame, des potentiels personnels, enfin, voilà, la vie de tous les jours, les déplacements domicile-travail, les déplacements domicile-école, parce que tout le secteur est en fait extrêmement lié, que ce soit depuis Ussel, est extrêmement lié aux établissements scolaires et universitaires qui sont majoritairement plutôt tournés vers Clermont-Ferrand que tournés vers Tulle, et les déplacements liés au tourisme, et vous le savez bien, parce que vous êtes là aujourd'hui, je pense, pour beaucoup en tant qu'habitants et touristes. Et juste pour remettre un petit point, entre Limoges et Ussel, 330 voyageurs par jour, 16 trains quotidiens à l'époque. Donc on a fait quelques hypothèses. Qu'est-ce qu'on voit aujourd'hui? On voit qu'aujourd'hui, en fait, ce sont des bus, enfin des cars TER, qui assurent la liaison entre Clermont et Ussel, un élément, puisqu'a priori, la gestion directe de la ligne reviendra à la région à partir de 2023, un élément que j'ai récupéré il y a peu de temps. Voilà. Et demain, un autre projet dont vous avez certainement entendu parler, qui est le projet RICOP, qui fait le lien entre Lyon et Bordeaux, mais qui évite la région. Donc qui ne desservira pas le territoire. Alors bon, je vais aller passer vite, hein. Vous connaissez le thermalisme, mais malgré tout, le Mont d'Or, la plus grosse station thermale, 10 000 curistes dès 2023, qui sont envisagés à revenir ici, et qui aujourd'hui ne viennent que en voiture, très difficilement par d'autres moyens. La Bourboule, 4200 personnes. Et puis d'autres services qui existaient auparavant et qui ont disparu, le tourisme d'été comme le tourisme d'hiver pour aller à la montagne, et la possibilité de travailler en termes de communication et puis de proposition de services sur des éléments comme le train thermal qui est effectué, voilà. Et puis le ski, le train ski. Aujourd'hui c'est un pass ski-bus, hier c'était un pass ski-train. Voilà. Et juste pour revenir quand même pour la réouverture aux voyageurs, un vrai sujet sur la question du tourisme, puisque sur Auvergne-Rhône-Alpes, un tourisme qui est quand même très local. Et donc des possibilités d'aller chercher de la clientèle en local, ce qui est quand même un vrai sujet. Et par exemple, le thermalisme clientèle qui est à 47% de la région. Alors on parle sur la totalité des termes de Rhône-Alpes, mais non. Donc des opportunités réelles pour l'ouverture du transport. Qu'est-ce qu'on pourrait éviter si on réouvrait la voie au train? Alors on a fait plusieurs hypothèses parce qu'aujourd'hui c'est compliqué de se dire combien de personnes reprendraient le train pour venir utiliser le... Enfin, on parle Ussel, l'accueil, le Mont d'Or, Clermont. On va jusqu'à Clermont. Ah oui, Clermont. Bien sûr Clermont. Ça s'arrête à Vichy, mais on prendra Clermont. Et on a fait plusieurs hypothèses, donc 1000, 500, 300, 150 voyageurs par jour. J'ai eu des éléments très récents qui montrent qu'aujourd'hui on pourrait être aux alentours entre 600 et 1200. Et on voit avec le même calcul qui a été fait tout à l'heure pour le fret, tout ce que ça pourrait économiser en tonnes de CO2 par jour, ne pas utiliser sa voiture mais prendre le train. Donc un impact environnemental très fort également, donc, un service rendu aux habitants, une chose, mais également un impact environnemental qu'il ne faut pas négliger. Et le même calcul des externalités négatives, je vous évite, voilà. Sur 15 ans, 500 voyageurs par jour, 20 millions d'externalités négatives économisées. C'est le calcul entre les gens qui prendraient le train et les gens qui prendraient la voiture pour faire la même distance. Une moyenne de 100 km aller-retour par jour. Et donc, pour en terminer sur ce point, les externalités négatives qu'on a monétisées, donc qu'on a chiffrées, montrent bien que finalement, sur 15 ans, les externalités négatives, elles coûtent 23 millions, elles coûtent 15 millions, mais le coût des travaux de la réouverture, on économise, mais le coût de la réouverture de la voie, c'est 25.
voilà, c'est cette analyse-là qu'il faut qu'on intègre, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, réouvrir la voie, ça coûte, mais ça ne coûte pas plus cher quand on monétise, quand on budgète la totalité des impacts environnementaux, ça ne coûte pas plus cher que ce que ça coûte à la société sur les 15 ans. Voilà. Je vais intégrer la réouverture de cette ligne, mais est-ce que le projet qui passe au nord Railcoop par Guéret n'entre pas en concurrence avec l'ouverture du sel de la Creuse? Aujourd'hui, on ne peut pas parler de concurrence entre deux itinéraires. On parle de desserte des territoires, on parle de possibilité des usagers des territoires du Sancy pour se rendre vers Bordeaux ou Lyon. Nous, on est tous convaincus de l'intérêt de la chose, mais est-ce qu'on ne va pas nous dire de transversales Bordeaux-Lyon parallèles, est-ce que c'est utile? Aujourd'hui, Railcoop a fait le choix du Bordeaux-Lyon via Montluçon, via Guéret, parce que c'est la seule solution qui est envisageable avec des voies qui sont ouvertes, tout simplement. Le chemin le plus court pour aller entre Bordeaux et Lyon reste la voie passant par l'accueil du sel. Et en temps de parcours aussi. Quand cette relation existait encore et que les SNCF et l'État avaient pris leurs responsabilités pour maintenir les trains intercités sur cette relation, la différence de temps sur les deux parcours, c'est un peu plus d'1 heure. Donc non, il n'y a pas de concurrence sur le trajet. C'est deux itinéraires différents avec deux populations différentes qui seront desservies. Sachant aussi que Lyon, Clermont-Ferrand, Nantes, j'allais dire, n'est plus du tout aussi existant aujourd'hui. Donc, effectivement, si je peux me permettre, les deux voies ne seraient pas concurrentes. Et puis, si Railcoop est un système qui est en train de se développer et sans doute c'est très utile, peut-être que le service public peut garder aussi l'autre secteur. Aujourd'hui, des demandes pour que l'État reprenne la main. Si Railcoop, aujourd'hui, on voit leurs difficultés très clairement à se mettre en place. Il y a la demande de la part des usagers, visiblement. Donc peut-être que c'est à l'État de reprendre la main là-dessus, d'avoir une convention intercité qui est en cours de signature et qui intègre une relation Bordeaux-Lyon, au même titre que du Clermont-Paris, que du Clermont-Limoges, ou que du Nantes-Lyon. Il y a peut-être l'État qui a une part de responsabilité là-dedans et qui peut être interpellé via différents acteurs pour reprendre la gestion d'une relation intercité en transversale de la France, en gestion directe par l'État avec Intercité plutôt qu'avec Railcoop qui a du mal à se mettre aujourd'hui en place. Et la question est aussi à poser, me semble-t-il, à la région, puisqu'elle a à l'heure actuelle un rôle à jouer sur ce type de trafic, me semble-t-il, si je comprends. Tout le monde a un rôle à jouer aujourd'hui, ne serait-ce que dans les travaux. Je ne sais pas si on peut remettre peut-être la diapo avec, je sais qu'il y a des personnes qui n'étaient pas là au début, mais avec les coûts estimés, c'est aussi ce qu'il faut bien avoir en tête pour les initiés. La SNCF, aujourd'hui SNCF Réseau, annonce des coûts de réouverture qui sont triplés par rapport à ces chiffres. Aujourd'hui, si on parle juste du territoire auvergnat, l'accueil de Mont-d'Or, pour voir des trains jusqu'au Mont-d'Or, des relations, remettre la en état des installations, c'est 3,5 millions d'euros. Quand on parle d'une convention TER à 500 millions d'euros, ça pèse un tout petit pourcentage là-dedans. Les collectivités ont été priées l'année dernière ou il y a 2 ans d'investir 1 million d'euros pour soi-disant la survie de la vie de cette ligne. Quand on parle d'1 million d'euros et de 3,5 millions pour ouvrir aux voyageurs, il y a peut-être ce poids à peser aujourd'hui et peut-être des comptes à demander aussi bien à la région qu'à la SNCF du côté des élus ou des populations, tout simplement. Le problème, c'est pas la région, c'est les régions, puisque la Nouvelle-Aquitaine est favorable à la réouverture. La seule région qui n'a pas fait traiter avec l'État, c'est la région Auvergne-Rhône-Alpes. Toutes les autres ont des conventions. Oui, mais maintenant, la Nouvelle-Aquitaine est partie sur la LGV Toulouse-Bordeaux. Et donc, il y a 14 milliards annoncés, mais on sait que ça va aller beaucoup plus. Et donc, quand on met autant d'argent sur une ligne qui double de quelque chose qui existe déjà, alors qu'il y a des alternatives, on en met moins sur d'autres choses. Voilà. Il y a la comparaison avec le routier aussi à faire aujourd'hui. La région investit énormément sur la route, sur les nationales qui peut-être pas de sa prérogative. J'ai l'exemple en tête du contournement de Arvan, au sud de la région, Arvan-Brioude, qui coûte aujourd'hui pour faire 8 km de route 75 millions d'euros. Pour 8 km de route, pour une prérogative d'une route nationale qui n'est pas forcément de la région. Et là, on parle de 3 millions d'euros pour mettre des trains en circulation sur le territoire. Voilà.
Philippe Brugère, je suis le maire de Meymac et à l'initiative du comité de vigilance de la ligne Tulle-Ussel. Je voulais vous dire que la région Nouvelle-Aquitaine, ici, contrairement à ce que dit Madame, a mis beaucoup de millions d'euros là tout de suite sur des travaux à venir pour maintenir la ligne en bon état. Donc si vous voulez, le travail est fait jusqu'à Ussel par la Nouvelle-Aquitaine, pas de problème. Je voulais rajouter à tout ce que vous aviez dit que c'est extrêmement important pour nous, Corésiens. Alors, je suis un Auvergnat, je m'appelle Philippe Brugère, je ne suis pas le frère d'Éric, mais n'empêche que je suis un Auvergnat. Et c'est extrêmement important pour toute la Haute-Corrèze, puisque Meymac, vous savez, est un nœud ferroviaire, aussi bien vers Limoges que vers Brive. Et c'est important donc pour désenclaver également toute la Haute-Corrèze. Et on parle de désenclavement ferroviaire. Et on a plusieurs établissements scolaires qui ont des recrutements nationaux, régionaux, que ce soit à Égletons, que ce soit à Neuvy, que ce soit à Felletin, que ce soit à Meymac. Et il y a, après avoir fait un sondage auprès des proviseurs d'établissements, il y a un tiers des élèves au minimum qui empruntent le train pour venir. Donc ça serait aussi, de ce point de vue-là, leur faciliter la vie. Quant aux fret ferroviaires, il y a tout le bois du plateau de Millevaches qui pourrait partir en train plutôt qu'en camion et qui viendrait se rajouter à tout ce que vous avez dit très justement sur les zones d'accueil, etc. J'avais une question par rapport à la... Vous parliez du bois dans la Corrèze. Il me semble qu'il y avait une gare bois qui avait été faite à Buja. Qu'en est-il aujourd'hui de cette gare et pourquoi ne fonctionne-t-elle pas? Enfin, gare, c'est ITE. Parce qu'elle est mal placée. D'accord. C'était pour faire plaisir. Je vous épargne les chiffres des comptes de SNCF Réseau. Je ne me dis pas la ça tout de suite. Alors, beaucoup de choses ont déjà été dites sur le. J'espère qu'on vous a convaincu, les deux interlocutrices, sur le fait qu'il y a un potentiel très positif et une faisabilité qui est tout à fait, sur le plan technique, claire. Ce qui est intéressant de voir, c'est les retombées économiques, enfin, les leviers économiques pour la région, et également les modes de financement envisageables pour financer évidemment c'est des choix politiques, mais c'est aussi une histoire d'argent, comme ça vient d'être dit. Alors, évidemment, quand on se replace après le Covid, on a bien vu, on a payé très cher, que les chaînes d'approvisionnement disloquées, c'était quand même un sacré problème en termes de souveraineté. Donc la région ici ne déroge pas la règle par rapport à la France, c'est qu'on a un déclin de l'industrie, et j'ai envie de dire, et de la logistique, parce que par contre, la logistique remplace l'industrie, c'est pas toujours vrai. Voilà. Là, on voit que l'emploi dans les deux régions concernées baisse dans l'industrie. Donc il y a si on collecte des ITE et si on essaie d'aller chercher des nouveaux chargeurs, évidemment il y a tout cet intérêt, c'est qu'il y a quand même qui est de l'activité. Il y a des éléments de quantité, mais demain peut-être plus dans une logique de relocalisation et de chaîne de valeur davantage localisée. Donc voilà, la logistique ça chute également. Alors, par contre, la chance que vous avez ici, c'est des données à grosse maille, c'est l'emploi dans les services médico-sociaux, notamment l'impact du tourisme thermal, évidemment, dans votre région, qui est déjà important, mais qui a un potentiel de développement très, très fort. Une petite anecdote, je suis venu depuis Paris, parce que je suis parisien, chacun de ses qualités, ses défauts, et ensuite j'ai pris rupture de charge, 2 cars pour venir ici, et derrière moi il y avait un couple qui venait visiblement en cure, dont le monsieur disait ma mère ne peut pas venir parce que les valises. C'est pas évident avec la rupture de. C'est une petite anecdote, mais je trouvais qu'il illustre très bien finalement, un peu comme vous disiez madame tout à l'heure, on ne prend pas le train parce que c'est pas pratique. Et voilà, donc quand on a une rupture, voilà, donc le potentiel thermal est tout à fait clair. Le tourisme au sens plus fort également, qu'il s'agisse évidemment du puits de Sancy, été comme hiver, il y a un potentiel qui est fort pour les gens de la région, mais également évidemment pour les gens
qui viennent en vacances chez vous. Alors, évidemment, la connexion avec Clermont puis Paris, je parle de Paris, pas par centralisme, mais bon, c'est un habitant sur 5,5 à peu près en France, donc, enfin l'Île-de-France, pardon, donc forcément il faut tenir compte de cette connexion et la praticité surtout de cette connexion pour éviter que les gens soit ne viennent pas, évidemment, soit prennent la voiture. Voilà. Donc il y a des impacts très, très, très importants. Hein. On peut voir pour la chaîne des puits, en 2017, donc c'est les chiffres dont on dispose, les retombées économiques, c'est à peu près 50 millions d'euros en termes de tourisme et plus de 1200 emplois. Donc voilà, c'est des chiffres. L'idée, c'est pas d'être abreuvé de chiffres, c'est de dire que c'est un impact qui pourrait être beaucoup plus important si la ligne ferroviaire venait faciliter la vie des voyageurs et non pas la complexifier. Donc voilà, c'est des choses que je viens de dire, je pourrais revenir dessus. Le tourisme, donc il s'agisse de la montagne, du tourisme thermal, évidemment développe un potentiel intéressant. Ce qu'on voit, juste un chiffre pour noter, la seule région Auvergne-Rhône-Alpes, c'est à peu près un touriste sur 5 en France. Alors évidemment, tout ne vient pas forcément plus ici. On voit qu'il y a un potentiel qui pourrait être amené à être beaucoup plus important si les gens pouvaient venir. Parce que, voilà, je ne suis pas un spécialiste de la cure, mais potentiellement, les gens qui viennent en cure ne sont pas forcément en très bonne santé. Donc, pas forcément des facilités de déplacement, etc. Donc voilà, il y a cet enjeu-là qui est évidemment primordial. Avec des retombées économiques qui pourraient être fortes. Ça a déjà été évoqué, mais il nous manque aussi la connexion entre Limoges et ici. Donc voilà, on a une rupture à ce niveau-là. Sur le plan le ferroviaire peut évidemment être un levier aussi comme un soutien industriel. Voilà, vous avez un potentiel qui est assez fort. Vous avez le potentiel aussi, on n'en a pas parlé, c'est le fameux wagon isolé. Alors je sais qu'il y a des cheminots dans la salle, mais tout le monde n'est pas cheminot. Le wagon isolé, c'est un train de fret. Vous n'avez pas forcément, comment dire, les wagons ne sont pas tous de la même entreprise. Et voilà, même si je suis un petit chargeur, je peux quand même me brancher. Il y a une stratégie depuis, alors les cheminots dans la salle pour confirmer, mais depuis des années, la Fret SNCF a laissé tomber le wagon isolé en le rendant soit coûteux, soit impossible, ce qui fait qu'il y a plein de petits chargeurs qui ont abandonné. Donc là, il y a un potentiel, il y a l'idée de revenir aussi au wagon isolé pour que des petits chargeurs puissent venir en soutien, enfin que le SNCF Réseau vienne en soutien au territoire. Donc là, vous avez un ensemble de potentiels également, donc dans différents secteurs, que ce soit l'industrie, l'agriculture, l'embouteillage, ça a évidemment été évoqué. Voilà, l'idée c'est que tout passe en rue, mais on voit qu'il y a un potentiel économique qui pourrait passer demain par le fer plutôt que par le routier. Également, donc, on va dire pour la connexion vers l'ouest, c'est évidemment le grand port maritime de Bordeaux qui évidemment offrirait un débouché assez intéressant, plutôt que évidemment le tout routier qui engorge pour aller très vite l'axe Paris-Lyon, Paris-Bruxelles, pour avoir un autre débouché vers l'ouest. Donc évidemment, faudrait-il connecter le fer entre Limoges et ici. Également, ça a été évoqué tout à l'heure, on le subit tous éventuellement, la hausse du coût du pétrole, la hausse du coût de l'énergie, parce que la dynamique environnementale a justement été soulignée, mais évidemment, en ce moment, il y a aussi la problématique du coût de l'essence, pour être clair, qui a priori ne devrait pas aller en s'amélisant, et là, on va poser un enjeu pour les ménages important, et d'où les choix politiques qui peuvent être semaine d'élection qui peuvent être sur la table, de recourir davantage au ferroviaire pour éviter aux gens de les culpabiliser, notamment quand ils prennent leur voiture. Évidemment, pour relancer une industrie dans n'importe quel pays, il faut un réseau ferroviaire. Sinon, on n'est pas crédible. Il faut l'énergie, il faut un réseau ferroviaire. Là, on voit qu'il y a eu des choix depuis des années, c'est un chiffre qu'on n'a pas dit, mais la part des marchandises transportées par le fer en France est extrêmement faible.
c'est 9-10%, ça dépend comment on compte. Il y a l'idée de doubler cette part modale à la fin, d'ici 2030. Pour faire tout cela, il faut des financements. Sur les financements, pour aller très vite, ce qu'on constate sur les dernières années, c'est que les contrats de plan État-région affichent certes des budgets, mais ils ne sont pas exécutés. C'est-à-dire qu'il reste de l'argent, on ne sait pas forcément très bien comment il est utilisé, les bilans ne sont pas forcément dressés de façon très précise, et ce qui fait que, en tout cas, le constat qu'on voit, c'est que le ferroviaire a un peu, notamment par rapport au routier, tendance à passer à côté. Évidemment. Donc, l'idée, sans rentrer dans les détails, là on voit que des choses ont été mises sur la ligne Paris-Orléans, Limoges-Toulouse, mais on ne retrouve pas ici de l'argent qui pourrait être mobilisé, notamment sur Ussel, n'a pas été mobilisé, contrairement à ce que les précédents plans pouvaient afficher. Donc, voilà, les budgets sont votés. Donc là, il y a un effet d'affichage, on a l'impression, notamment avec le contrat de relance du ferroviaire, que des choses vont pouvoir être davantage mises en évidence, mais il y a un rattrapage par rapport aux précédents CPER qui n'ont pas été correctement exécutés. Ce qu'on voit aussi dans les chiffres, c'est que l'État est toujours au soutien majeur du routier, contrairement au ferroviaire, malgré l'affichage qui peut être mis parfois dans les discours. Si on prend en tendance longue, ce n'est pas forcément ce qu'on constate. Les bilans des CPER, comme je dis, sont compliqués à comprendre parce qu'il n'y a pas beaucoup d'informations, très clairement. C'est assez rudimentaire pour ce qui concerne l'Auvergne-Rhône-Alpes. C'est un peu plus conséquent en Nouvelle-Aquitaine, mais ça l'est un peu moins aujourd'hui. En matière de... donc j'ai dit, voilà, il y a des projets qui n'ont pas été... qui étaient budgétés, qui n'ont pas été exécutés, donc notamment pour ce qui concerne la première ligne ici, qui concerne ce qui a été évoqué depuis le début de la réunion, sur laquelle on pourra revenir. Sur les sources de financement qu'on pourrait solliciter, donc évidemment, elles peuvent être multiples, au-delà de tout ce qui a été dit sur l'externalité, les externalités négatives qui peuvent être évitées et qui ont été évoquées par les collègues. Il y a également d'autres modes de financement à aller trouver. Donc on pourrait imaginer des compensations ferroviaires en lien avec la fermeture des lignes aériennes, qui n'est pas totale. Sur le Clermont-Paris, on a interdit Air France on a limité la possibilité pour la France, c'est une autre compagnie qui est venue, mais voilà, est-ce qu'il y aura des compensations dans le cadre d'une politique écologique pour basculer vers le ferroviaire, parce que c'est pas tout fermer les lignes aériennes si les gens ne peuvent pas se déplacer. On pourrait imaginer évidemment des contributions de la part des grandes entreprises, utilisatrices. On pourrait également utiliser le fonds du patrimoine mondial, donc celui de domination, le classement de la chaîne des puits, le FEDER européen, le Green Deal européen actuellement, surtout quand l'Europe avait fait de l'année 2021 l'année du rail. On n'a pas encore perçu énormément de choses, mais il y a certainement, concrètement, il y a forcément éventuellement des choses à aller mobiliser à ce niveau-là. Le rattrapage des crédits, dans le cas des contrats de plan État-région, ce qui n'a pas été exécuté, ce serait bien finalement ça revienne au fait. L'urgence, il y a l'urgence climatique évidemment, mais si on veut simplement doubler la part modale, il faut la part modale du fret ferroviaire par rapport au routier notamment, il faut mettre les bouchées doubles, parce que évidemment quand on prend du retard, après si on dit qu'il faut la deadline, pas la limite pardon c'est 2030, et là on est déjà mi-2022. L'ADEME, donc l'agence du ministère de l'écologie, qui pourrait également contribuer. On pourrait imaginer mobiliser le plan thermal de la région Auvergne-Rhône-Alpes, également le plan montagne, toujours dans l'idée de désenclaver pour aller vite les régions concernées. Voilà. Donc, ce que je voulais dire, c'est évidemment, pour conclure sur cette partie, c'est le potentiel économique a clairement été établi, la dimension technique a été très largement mise en avant sur sa faisabilité. Il y a des retombées économiques potentielles, il y a des moyens de financement qui seraient mobilisables.
après, dans l'image, comme je là-dessus avant de prendre la parole, c'est évidemment des choix politiques. Voilà, la faisabilité là, après, c'est forcément des choix qui doivent être effectués. Oui. Bruno Cordier, bureau d'études à l'ETEC, donc bureau d'études en transport. Je suis bourgoulien et Clermontois auparavant, donc j'ai utilisé un certain nombre de fois cette ligne. Je suis un petit peu partagé à la vision de ce diaporama parce que on est là dans une assemblée de convaincus, je suis moi-même un convaincu. Et je crois que vous l'avez dit en conclusion, et c'était dit à plusieurs reprises dans la présentation, on est sur un choix politique et un choix financier. Mais attention sur les arguments qui sont apportés, parce qu'on présente, il y a d'autres projets ailleurs sur le territoire régional et ailleurs sur le territoire national qui ont le même niveau d'importance, le même niveau d'urgence. Et il y a des priorités politiques qui vont être mises en place. Peut-être que ce projet est plus prioritaire ou moins prioritaire que d'autres. Ça sera des critères politiques, financiers, potentiels. Attention aussi aux chiffres qui sont apportés. J'ai vu à un moment passer 855 millions et puis après 850 000 tonnes. C'est bien 855 000 tonnes, et pas 855 millions. Pardon, oui, c'était non, mais c'était sur la diapo, si oui, c'était pas seulement dans votre oral. Je vais le modifier, je vous remercie. Quand on compare aussi le coût de la réouverture aux externalités et qu'on ne parle pas du déficit d'exploitation, l'information pour quelqu'un qui serait contre le projet est biaisée et ferait que ça pourrait passer très vite à la poubelle. Il faut faire attention sur les arguments là. On est dans une assemblée de convaincus, je suis moi-même un convaincu. Il y a des choses, il y a des chiffres qui sont des chiffres régionaux, des chiffres locaux. On a beaucoup de chiffres, je suis moi-même un amateur de chiffres. Attention à l'utilisation qui en est faite, qui peuvent desservir le projet, qui peuvent desservir l'argumentaire. On est vraiment sur des choix politiques, sur des choix financiers qui sont à faire au niveau régional, national. Et apportons les arguments les plus solides possibles pour ne pas se faire bouler par rapport à des gens qui de toute façon sont pour une partie d'entre eux farouchement contre. Je pense à la majorité régionale actuelle par exemple. À ce sujet-là, je suis pour rebondir sur ce que dit monsieur, et comment se passe la prise de décision finalement? Est-ce qu'elle est collégiale? Est-ce qu'elle dépend d'une seule collectivité? Comment ça se passe? Si je peux compléter là-dessus, alors là je vais vous parler une seconde, non pas en tant que responsable d'une association, mais en tant qu'ancienne eurodéputée et ancienne députée de la circonscription aussi. Pour les financements, ce que vous avez dit à la fin, c'est que tout ce qui est projet européen ne peut être déclenché que s'il y a un demandeur qui s'appelle la région. Et la région, c'est la région Auvergne-Rhône-Alpes. Voilà. Donc, peut-être que nous avons, nous, à questionner la région, en plus de questionner la SNCF, puisque ça reste la responsabilité aussi, bien sûr, du réseau national. Mais je me permets de dire ça parce que, justement, dans votre texte, c'est aussi un petit peu... tout ne peut pas être mis. Il ne faut pas oublier que les fonds européens ne se déclenchent que quand il y a ceux qui les gèrent par procuration, qui s'appellent les régions. Et je voulais rajouter un point, il y a un chiffre que je n'ai pas vu passer, peut-être que ça m'a échappé, le coût du tronçon Volvic-L'accueil. Parce qu'on commence à l'accueil en fait sur les deux tronçons qui partent de l'accueil. C'est normal parce qu'aujourd'hui, la voie Volvic-L'accueil est parcourue en totalité par les trains de fret qui circulent. Cette voie est en bon état et ne doit pas bénéficier de renouvellement quelconque pour être à nouveau circulée par les trains de voyageurs. Si mes souvenirs sont bons, et y compris mes souvenirs à la fois de lecture et de voyageurs, on a quand même des ralentissements. On avait des ralentissements il y a 10 ans et qui sont sans doute beaucoup plus importants. Maintenant, ils ont été levés justement et les trains de fret aujourd'hui circulent à une vitesse, les conducteurs qui sont dans la salle, je sais, mais entre 50 et 70 km/h suivant les portions parce que c'est des trains lourds. Aujourd'hui, un train de voyageurs, ça pèse une cinquantaine de tonnes, donc on peut imaginer facilement une vitesse de croisière pour des trains de voyageurs plus élevée. Mais cette portion l'accueil Volvic, il n'y a pas de souffrance de travaux. Pour répondre à monsieur, aujourd'hui, les décisionnaires, ça reste l'État et la région, et c'est des projets qui doivent être portés par nos élus régionaux ou nationaux. SNCF, aujourd'hui, donne des chiffres qui peuvent peut-être dissuader les élus d'aller vers ces projets. C'est pour ça qu'on a tenu aussi à faire de notre côté, élu CSE, cette expertise, pour pouvoir avoir des sources de comparaison et que vous ayez aussi des chiffres différents qui sont donnés. Et oui, le projet est important, il y a une priorisation à faire sur les projets, mais clairement aujourd'hui, qu'on habite dans le Sensible, qu'on habite à Clermont-Ferrand ou à Paris, on reste des citoyens d'État. Et la priorisation ne doit peut-être pas être un mot qui doit être employé, mais c'est plutôt l'accès au service public et l'égalité d'accès aux services,
plutôt que de se dire il y a des priorités à donner. Aujourd'hui, on n'est pas un sous-citoyen si on est habitant du Sancy. Non, mais ça, on peut le dire partout sur le territoire national, c'est ça que je voulais dire en fait. Oui. Et dans la prise de décision, quel est le rôle exact de la SNCF? Parce qu'en fait, les lignes, c'est toujours la propriété de SNCF. Aujourd'hui, la prise de décision SNCF, si on paye pour faire les travaux, SNCF mettra en œuvre les travaux à leurs conditions tarifaires et budgétaires. Mais il traînera peut-être des pieds aussi suivant l'importance des travaux qui sont bien. Oui, bonjour, Boris Boucher, je suis conseiller régional Auvergne-Rhône-Alpes. Dans l'opposition, par contre, je voudrais juste recontextualiser sur le moment dans lequel on est. On est après l'élection présidentielle et à quelques jours des élections législatives. Et pendant tous ces mois qui viennent de s'écouler, ces semaines, moi, je n'ai pas entendu un seul candidat à l'élection présidentielle ou à l'élection législative s'opposer à la volonté de réindustrialiser les territoires, de relocaliser les emplois, de mener la bataille contre la lutte contre les gaz à effet de serre, pour le pouvoir d'achat avec l'augmentation des carburants, aussi bien pour les particuliers que pour les entreprises, et notamment du transport routier. Donc ce moment-là, il est quand même très important, parce que quand on entend l'ensemble des discours, personne ne s'oppose à ces enjeux-là. Et par contre, là, il y a bien sûr une question de choix politique, mais l'étude que vous présentez ce soir, cette expertise, elle donne des points d'appui pour des élus régionaux, mais également pour des élus locaux, parce que à quoi nous étions confrontés jusqu'à présent? C'était des chiffres qui étaient des chiffres gonflés. Et donc là, nous avons d'autres éléments d'appui. C'est-à-dire quand nous intervenions dans telle ou telle assemblée pour pousser le développement du fret ou la réouverture de lignes de voyageurs, on nous opposait des tarifs mirobolants et des frais impossibles à engager. J'ajoute un élément, c'est qu'il y a des choses qui vont se passer dans les semaines, dans les mois qui viennent, mais je pense dans les semaines qui viennent. Parce que le volet mobilité du contrat de plan État-région a été gelé, c'est-à-dire que les mandats de discussion du préfet n'ont pas été ouverts. On attend que le cycle présidentiel législatif se termine. Donc à partir de la fin juin et probablement au début de l'automne, on aura le volet mobilité du CPER, où là aussi, alors vous avez raison de dire, il y a ce qui était inscrit sur le précédent CPER, là-dessus il y a des comptes à demander, mais il y a également le prochain CPER qui va entrer en négociation, ce prochain contrat de plan État-région. Et moi je pense que les populations doivent s'en mêler, les citoyens. Et voilà, je ne sais pas si c'est prévu, mais en tout cas, pour ma part, je serais preneur d'avoir cette expertise in extenso pour pouvoir nous appuyer dessus. C'est bien pour ça qu'il y a une association de citoyens élus qui défend cette ligne. Bien évidemment. Il est quand même curieux de constater que les choses semblent bouger au moment des législatives. C'est quand même aberrant, on est en limite depuis une dizaine d'années sur ce sujet-là. C'était le silence total jusqu'à peu de temps, et puis là, de seul coup, on a l'impression que ça se déverrouille. Donc c'est certain qu'au niveau des élections, je pense qu'il y a quand même une action à mener de la part des citoyens. Ça s'appelle d'autres réactions. Bonjour. Moi, je voulais juste réagir par rapport en fait au choix politique. Aujourd'hui, en fait, la région, son positionnement, c'est de dire que l'infrastructure appartient à l'État. Moi, je le sais puisque je défends la réouverture d'une autre ligne entre Clermont-Ferrand et Saint-Étienne, Artière et Boin. On a eu l'occasion de rencontrer plusieurs fois M. Aguilera. Le discours public, c'est de dire l'infrastructure appartient à l'État et les mobilités, c'est à la région Auvergne-Rhône-Alpes. Voilà, ça c'est le discours tel qu'il est. C'est l'une des seules régions, si ce n'est peut-être la seule région, à tenir ce discours aujourd'hui. Sur le fond, ils n'ont pas tort, mais dans les faits, c'est à la région de se positionner et d'être moteur sur l'investissement, la régénération et la réouverture de petites lignes ferroviaires. Il y a une région aujourd'hui en France qui a encore du mal à ce niveau-là, c'est la région Auvergne-Rhône-Alpes. C'est un fait, c'est établi comme tel. Maintenant, on va attendre de voir ce qui va se passer. Parce que
pour ça qu'on Ça, c'est le tenait- discours. Oui, c'est le discours, et c'est pour ça qu'on tenait à mettre en perspective les chiffres annoncés. Tout à fait. Les chiffres annoncés d'un côté par la SNCF et de l'autre par les cabinets qui ont analysé ça. Et quand on voit les chiffres annoncés, on se dit qu'il y a quand même un réel potentiel de réouverture. Bien sûr. Et sachant qu'on peut mettre ça aussi en perspective avec la convention TER qui va arriver, qui va être signée dans le cours de cette année. Et la convention TER, c'est tout ce qui régit les transports TER sur la région. Et avec une nouvelle convention TER qui va démarrer en 2023. On peut se dire que peut-être en faisant des travaux et une nouvelle convention TER, on a peut-être un créneau à jouer pour avoir des trains de voyageurs avec une nouvelle convention TER à ce moment-là. Et concernant le fret, c'est plus le sujet de la région, c'est plutôt le sujet de l'État. D'accord ? Là, ici, il faut quand même faire aussi un constat, c'est qu'on n'est pas aujourd'hui dans un État qui est pro-ferroviaire. C'est un fait établi, il n'y a qu'à voir l'évolution du réseau ferroviaire français ces 20, 30, 40 dernières années, et voir ce qui se passe aujourd'hui en Allemagne, en Italie, alors on met la Suisse de côté. Clairement, on est le seul pays en Europe où le réseau ferroviaire ne se développe pas, voire va encore un petit peu continuer de décroître. C'est un fait établi. Et en plus, on est dans une région où, effectivement, le président de région n'est pas, semble-t-il, un pro du ferroviaire. C'est aussi un fait. Voilà. Ça, c'est le constat auquel il faut effectivement qu'il faut bien avoir conscience. Et je me permets encore une petite remarque aussi. Aujourd'hui, on a quand même le sentiment que l'État, peut-être la région, mise plus sur une décarbonation technologique qu'une décarbonation via l'infrastructure. Et on sait que par rapport aux exigences telles qu'elles ont été votées aux accords de Paris en 2016, la décarbonation seule par la technologie, donc l'hydrogène, la voiture électrique, etc., ça ne suffira pas à atteindre les objectifs de baisse d'émissions de gaz à effet de serre, déjà dans un premier temps en 2030 et après la neutralité carbone en 2050. Ça ne suffira pas. Donc aujourd'hui, c'est clairement l'infrastructure sur laquelle il faut miser. Est-ce que c'est le choix aujourd'hui que porte l'État français? C'est une question. Voilà. Moi, je pense qu'on est au stade de se poser la question de la carence des services publics, parce qu'en fait, depuis une vingtaine d'années, tout a été porté sur le TGV parce qu'il était le plus rentable, et on a laissé de côté toutes nos petites lignes secondaires. Et la conséquence, c'est qu'on est maintenant dans une situation d'appauvrissement total au niveau ferroviaire et plus généralement des services publics. Donc là, j'aimerais bien que les politiques en prennent conscience et qu'on se dirige vers une nouvelle ambition pour développer les territoires. Je voulais revenir, moi, sur mon expérience d'usager. Quand je prenais le train entre 2008 et 2011 sur cette ligne, nous n'étions pas nombreux dedans. Donc ça serait bien aussi qu'il y ait des usagers qui prennent le train. Par expérience, on connaît en Pinot la façon de procéder de la SNCF. Non, mais à l'époque, on n'avait que du train, c'était pas encore le passage au car. Mais si les correspondances ne sont pas forcément assurées, que les heures... Non, mais certes, mais on est en France et les gens... J'ai d'autres expériences sur d'autres territoires. J'ai en tête un exemple qui est peut-être le plus caricatural. C'était dans le département de la Lozère, une ligne de car qui a été fermée, qui était utilisée par un voyageur par jour. Il y a eu une réunion avec 400 personnes pour gueuler contre la fermeture de la ligne. Il faut qu'on soit cohérent aussi. Si on veut que cette ligne rouvre, il faut que les gens la prennent. Et, pour ça, il faut que les horaires soient adaptés, il ne faut pas faire les horaires impossibles. Il faut qu'il n'y ait pas trop d'attente. Les horaires sont partis adaptés. Il y a la question de la tarification. On va tous trouver des bonnes raisons de ne pas prendre le train et on est tous à vouloir que le train fonctionne. Donc il y a un moment où il faut aussi qu'il y ait un effort collectif qui soit fait, effort de la collectivité sur l'argent public, mais effort aussi de l'usager pour prendre le train. Non, là, ça mérite une réponse. Je ne suis pas du tout d'accord avec M. Cordier. Je sais qu'il est contre depuis le départ. Ah bah, non, on laisse là.
Moi, j'ai énormément de témoignages, et personnellement aussi, je m'entends encore dire les dernières fois où je prenais le train, c'est pas possible, ils le font exprès. On avait supprimé des trajets, il y avait des retards permanents. Tout était fait pour décourager le citoyen qui prenait le train. Alors là, je ne suis pas d'accord. Évidemment, on connaissait, maintenant j'ai découvert l'objectif, parce qu'effectivement, ce n'était pas notre seule région, il y avait d'autres régions qui étaient concernées. Mais quand on veut supprimer, on s'arrange. On parlait de, soi-disant, les retards étaient à cause des travaux, on n'en avait jamais la preuve. Tout était fait pour décourager. Et ça, moi j'ai eu, en faisant signer la pétition de toutes les régions de France, j'ai eu plein de témoignages dans ce sens. Donc je ne suis pas d'accord quand on dit c'est la faute aux citoyens. Moi, je dirais, en Allemagne, ils ont autant de trains que nous, de voitures que nous, et les gens prennent le train. Donc je pense que s'il y avait une réelle volonté politique, on se pose beaucoup de questions sur toutes les motivations qui ont amené à ces fermetures de lignes. Ça, c'est quelque chose. Quand la ligne a été fermée aux voyageurs entre Volvic et Le Mont d'Or en 2016, il n'y avait plus personne dans les trains. Oui, c'est un fait. Pourquoi il n'y avait plus personne? On avait un départ de Clermont-Ferrand à 13h, grosso modo, qui ne correspondait ni aux horaires à travail ni aux horaires à domicile, qui arrivait au Mont d'Or sur les coups de 14h30 et qui reportait du Mont d'Or à 15h30. Donc on avait une demi-heure pour rester au Mont d'Or, ça ne correspondait à aucun horaire domicile-travail, aucun horaire scolaire, aucun horaire de tourisme, à rien en fait. Donc forcément les gens s'en désintéressent, mais ça c'est une politique de la SNCF que nous on connaît parce qu'on est de l'intérieur. À partir du moment où on veut tuer ce service public, on fait en sorte de décaler les horaires. Quand un train sur une relation un peu plus importante de la région, Clermont-Moulins, Clermont-Brioude, est en panne, quel train on allait chercher, celui qui montait au Mont d'Or, du coup on supprimait, on mettait un quart, les gens n'étaient pas avisés, c'était plus long, les correspondances ne se faisaient pas. Et c'est un cycle comme ça. Aujourd'hui on s'aperçoit que quand on met en place, ce qui ne sera pas forcément le cas sur une ligne comme le Mont d'Or, mais du cadencement, aujourd'hui le cadencement, c'est de l'offre en plus, et c'est aussi des gens en plus dans les trains. À partir du moment où on crée de l'offre, la demande revient parce que les gens ils trouvent leur compte. Après, il ne faut pas être utopique, on ne va peut-être pas avoir 25 allers-retours entre Clermont et le Mont d'Or aujourd'hui. Et peut-être imaginer 2-3 allers-retours avec des horaires qui vont bien le matin, positionnés sur le créneau de midi et le soir à des sorties de bureau et des sorties scolaires. Mais je pense que le potentiel y est pour avoir du monde, parce qu'aujourd'hui, rentrer sur Clermont en voiture, c'est le bordel. L'essence, ça coûte cher. Les étudiants, ils n'ont pas forcément les moyens d'avoir des voitures. Le et péage. Les touristes, comme on a vu, ils se déplacent aussi en train. Le péage. Donc c'est un tout. C'est effectivement une offre à créer pour redonner envie aux gens de prendre le train. Et après, forcément, quand les gens ils ont envie, ils vont être dedans. Et c'est ce qu'il faut, c'est l'objectif qu'il faut arriver à développer. Monsieur, il y a des gens qui sont très motivés pour reprendre le train. Moi, je peux vous dire que je suis présidente du conseil syndical d'une résidence à la Bourboule. Moi, j'ai vu des gens pleurer, âgés, qui étaient obligés de vendre parce qu'ils n'avaient plus le droit de conduire pour raison de santé. Et ils étaient obligés de vendre parce qu'ils venaient de Paris et qu'il n'y avait pas les lignes nécessaires pour venir jusqu'à chez eux. Voilà, moi j'ai vu des gens pleurer. Alors s'il faut convaincre le président de région avec cette histoire-là, messieurs, dames, répétez-lui. Dites-lui que c'est moi, Madame Cellier, il n'y a pas de problème. Mais il faut absolument le dire parce que maintenant il va y avoir en plus des normes qui vont se faire au niveau écologique et puis donc isolation. Et puis tout ce qu'on sait au niveau bâtiment, résidence secondaire, résidence principale, il va y avoir des gens qui vont être obligés de vendre. Ça va être un plus. Et moi, je suis contre ce plus, parce que je dis qu'on a choisi la région, pour les soins aussi qu'elle nous apporte, parce qu'il y en a beaucoup de copropriétaires qui viennent aussi faire leur cure. Et j'estime qu'on a le droit de les respecter, parce que ce sont des gens qui sont âgés, qui ont fait fonctionner les thermes Bourboule et le Mont d'Or, et on se doit de les remercier ainsi. Donc je pense qu'il est temps, même moi, je me prépare à ces lignes électrifiées. Dieu sait que je suis petite fille de cheminot, et donc je me réjouis si un jour la ligne est ouverte à des passagers, à des voyageurs, quels qu'ils soient, même les riverains, puisque j'ai su qu'il y avait des élèves qui allaient à Clermont et qui prenaient le taxi, alors qu'ils avaient aussi une subvention de la région pour payer ces taxis. Alors oui, la logique des choses. Donc, moi je pense qu'il est grand temps de redevenir logique, autant sur le plan ferroviaire que sur le plan d'autres choses écologiques aussi.
Il faut bien dire qu'on parle de l'essence, on parle du gasoil, du carburant, de ceci, de cela, mais je pense qu'il est grand temps aussi de parler des péages, parce que ça va nous coûter énormément d'argent. Les péages augmentent l'été et diminuent de 20-30 centimes l'hiver. C'est incroyable, c'est comme ça. Pendant les vacances aussi, donc ça c'est misérable, quoi. Donc je pense qu'il est grand temps de penser à nos anciens qui ont fait développer nos régions, qui ont fait développer nos villes de cure, et les remercier ainsi. Moi j'ai 58 ans, donc je me pose la question, est-ce que je vais vendre parce qu'il n'y aura plus de lignes ferroviaires? Il faut savoir qu'en Autriche, les gens qui ont 70 ans sont obligés de passer des contrôles pour la vue, de santé, pour savoir s'ils peuvent conduire. À 80 ans, on leur supprime le permis. Mais ce n'est pas quand on a 20 ans qu'on a besoin de faire une cure, si ce n'est que si on a un cancer et qu'on veut se faire soigner à la bourboule. Voilà. Mais il y a des gens qui ont besoin de faire des cures, qui ont besoin de se déplacer. Et ce ne sont pas les plus jeunes. Je suis désolée, mais il faut les respecter, ces gens-là. Mais il y a un bon nombre de personnes qui avaient des résidences secondaires sur le point et qui ont été obligées de vendre parce qu'ils ne pouvaient plus se déplacer. Derrière, ouais. Oui, je voudrais témoigner parce que j'ai l'occasion d'aller du Mont d'Or où j'habite jusqu'à Poitiers un certain nombre de fois dans l'année. Et je le fais en train plus car aujourd'hui, puisque je ne peux pas faire autrement. Quand je consulte sur Internet les possibilités de la SNCF, on me renvoie habituellement sur Paris, le Mont d'Or Clermont, Clermont-Paris, Paris-Poitiers. Oui. Il y a quand même d'autres possibilités. Le Mont d'Or, Clermont, Clermont-Nevers, Nevers-Saint-Pierre-des-Corps, Saint-Pierre-des-Corps, Poitiers. C'est un peu moins cher. Par contre, on ne nous propose absolument pas directement de Clermont-Poitiers. Je ne parle pas du Mont d'Or Poitiers. De Clermont-Poitiers. Ça n'existe pas. Donc ça m'amène à segmenter mon trajet. Je connais très bien la ligne. Le Mont d'Or, l'Accueil, Ussel, Limoges, Poitiers. Et en segmentant mon trajet, j'arrive à obtenir 2 billets qui me permettent de le faire par le train, mais aujourd'hui par le car pour ce qui concerne le Mont d'Or, l'Accueil et l'Accueil Ussel. Alors, je voudrais ajouter que les correspondances dont on a déjà parlé sont parfois complètement fantaisistes, en ce sens qu'il y a des cars, enfin des trains, par exemple à Ussel pour Limoges, qui partent, je ne sais plus exactement, mais 5 à 6 minutes avant que n'arrive le car qui va à Ussel. Avant que n'arrive le car. C'est une science. C'est une science. C'est la science opérale. Entre les deux régions, au niveau transport. Il me semble qu'il y a quelques défauts de ce côté. La même chose, on veut supprimer certaines relations, on fait toujours Mais personne dedans. dans la région elle-même, à l'accueil, il pourrait y avoir le même problème, en ce sens qu'il y a un car, le Mont d'Or, l'Accueil, qui arrive à 11h09, et qu'il y a un car, l'Accueil, Ussel, qui part à 11h10. En principe, ils ne sont pas en correspondance. La SNCF ne les reconnaît pas comme en correspondant. On ne peut pas prendre le Mont d'Or, Ussel, en utilisant cette correspondance. Cela dit, les conducteurs de car sont sympas, et celui qui arrive à 11h09, c'est ce que je veux dire, celui de 11h10 attend quand même celui de 11h09, ce qui est sympa. Bonjour, moi je m'appelle Pierre Mouquet, je suis économiste, mais je suis cheminot et je travaille sur le secteur et je travaille du côté de Raymond. Donc je connais un peu la problématique et forcément on fait le constat d'un outil qui est malade avec le rail et le service public SNCF. Je pense qu'il ne faut pas perdre de vue que cet outil a été quand même considérablement attaqué pendant au moins 20 ans, ces 20 dernières années, par des gouvernements successifs, et qu'on fait le constat aujourd'hui, monsieur vient de le faire, de par exemple d'absence de correspondance pour des raisons complètement hallucinantes. Et ça aujourd'hui, il faut quand même avoir conscience que l'essentiel des cheminots, ils n'en veulent pas de ça. Ils veulent pouvoir faire leur travail correctement. Mais malheureusement, on a une direction
qui a souvent prêté un petit peu le bâton pour se faire battre, et qui a souvent voulu anticiper le déclin, voire nourrir le déclin. Pourquoi? Parce que je pense aussi qu'on est dans un pays où on estime que le service public, les libéraux n'ont pas forcément d'avenir, et que le rail demain, ça doit être une machine à fric qui doit transporter quelques personnes, et ça ne doit plus rester un transport de masse qui transporte beaucoup de monde. Et par contre, moi, ce que j'ai observé en 15-20 ans, c'est qu'aujourd'hui, on est dans un moment complètement différent. Vous avez vu l'envolée des prix des carburants, vous voyez un petit peu aussi dans quelle masse on est au niveau du réchauffement climatique. Si on est un peu organisé, on peut faire mesurer que c'est un passage obligé. Et c'est pour ça que moi je me félicite de l'étude qu'il y a aujourd'hui, le rendu d'expertise, parce que je pense qu'il y a moyen de mettre en corrélation les chargeurs fret qui existent, qui sont déjà au moins au nombre de 5 sur la ligne. Il faut savoir qu'ils transportaient avec la SNCF il y a encore quelques années, mais moi je prends l'exemple du Mont d'Or. Le Mont d'Or, en 2004, ils ont eu la SNCF qui leur a dit « Si vous voulez qu'on continue à faire des wagons avec vous, c'est 80 voire 100% d'augmentation. » À l'époque, on a mis la mobilisation en route, c'est d'ailleurs la CGT qui était à la manœuvre, il faut le dire. On a fait une pétition avec 4000 signatures, on a fait un rassemblement à la Bourboule, c'était quelque chose qui a fait bouger les lignes, et finalement, le préfet a commandité à la SNCF de revoir ses tarifs. Mais c'est sûr que c'est ça qu'on affronte malheureusement. Et quand on parlait de la désaffection de la ligne, il faut savoir que monsieur il questionnait tout à l'heure sur l'état de la ligne Clermont-Ferrand jusqu'à l'accueil. Cette ligne elle a été pratiquement entièrement retapée autour des années 2010. Et d'ailleurs retapée avec des sous de la région. Quand on parlait de la responsabilité première de l'État sur l'infrastructure, la région a déjà fait des efforts par le passé. Ce qui devrait pousser la majorité régionale à être beaucoup plus exigeante vis-à-vis de l'État, parce qu'on a déjà mis la main à la poche. Et malheureusement, à l'époque, ce qui a été fait, c'est que ces travaux se sont faits avec un plan rail, où on a dit aux cheminots, vous n'avez rien à faire sur les voies, on va faire intervenir des entreprises privées. On a fermé la ligne pendant 1 an, voire 1 an et demi. Les gens se sont déshabitués forcément de prendre le train. Et quand on a remis les trains en place, les habitudes étaient perdues. Donc on fait tout à l'envers. On fait tout à l'envers. Mais je pense qu'aujourd'hui, on pourrait remettre les choses en ordre. Je peux rajouter un point. Oui, j'ai oublié de dire tout à l'heure, pour l'itinéraire que j'évoquais, entre le Mont d'Or et finalement Poitiers, le temps que ça met en passant par Paris ou bien en passant par Ussel et Limoges, c'est sensiblement le même, finalement, avec la correspondance à Paris. Par contre, le prix, c'est 2 fois moins. Moi, j'ai plusieurs choses à dire. Effectivement, déjà au niveau des services publics, je pense que c'est important aussi, et ça n'a pas été dit, que les services publics, que ce soit la SNCF ou EDF par exemple, ont été séparés en différentes structures, et ça fout la merde, excusez-moi, il n'y a pas de terme. C'est vrai. On a SNCF réseau. Moi-même, je suis allée à plusieurs réunions sur le pôle, etc. Paris, Orléans, Limoges, Toulouse, par exemple. Il y a un tas de gens chaque fois. Je suis allée il n'y a pas longtemps sur le comité de ligne, parce qu'en Nouvelle-Aquitaine, je ne sais pas ici si vous avez ça, on a des comités de ligne, avec le DP de la région qui vient, et un tas de gens avec des petites étiquettes, et vous avez du mal à savoir qui ils sont. Et au comité de ligne sur justement Brive, Ussel, Brive, Limoges, etc., on nous a expliqué que 94% des trains arrivaient à l'heure et que seulement 2% des trains étaient supprimés. Alors je dis, j'ai pas de peau parce que moi, à chaque fois que je prends le train, et je le prends, monsieur, ce qui n'est pas facile parce que quand vous avez des rendez-vous à Bordeaux, etc., à Périgueux, il m'arrivait de rater un rendez-vous médical parce que le train, il avait un problème, vous le faites quand même, mais vraiment vous êtes très énervé, puis vous ratez votre journée. Et donc, ces gens-là m'ont expliqué qu'effectivement, il y avait beaucoup de gens qui leur disaient que leur ressenti, c'était qu'il y avait beaucoup de trains qui n'allaient pas. Mais que dans la réalité, les statistiques le montraient, tous les trains quasiment fonctionnent. Voilà, je ne sais pas, je ne comprends pas. Et la dernière chose, c'est que je pense qu'il faut absolument insister sur lier les 2 régions. Il faut à la fois organiser quelque chose. C'est bien qu'il y ait des associations. Alors moi, je suis comme la dame, j'avais oublié, je suis petite fille de cheminot. Et je pense que la convergence des luttes, c'est important. Et je pense que voilà, il faut que à la fois les élus
les citoyens, les cheminots, la CGT, etc., tout le monde se met ensemble. Quand vous l'avez fait, l'action, vous avez parlé, vous aviez 4000 personnes, c'est ça que vous avez dit? Non, 4000 signatures, mais quelques centaines de personnes. Et on peut être 4000 sur les deux régions, vous imaginez, parce qu'il faut absolument relier ces deux régions. Moi, dernier exemple, mon fils, il est étudiant à Clermont, en psycho. Il n'y a pas de psycho à Limoges. Nous, on habite Tulle, et il est obligé de venir à Clermont. Mais c'est la galère. Tulle-Clermont, il arrive à Ussel en train, ok. Alors, des trains, effectivement, les lignes de train ont été rénovées en Nouvelle-Aquitaine, mais juste rénovées. Il n'y a pas de projection pour relancer des lignes vraiment avec plus d'horaires, etc. Pour l'instant, c'est vraiment... Et donc, il arrive à Ussel, et là, il attend 3 heures pour aller à Clermont en bus, parce qu'effectivement, comme l'a dit monsieur, les correspondants ne sont pas étudiés. Donc, il fait du covoiturage. Voilà. Après, il y a une chose que j'aimerais vous demander. Ça fait combien de temps que le président de région est contre cette histoire-là? Il y a combien de temps? Depuis qu'on a changé de règle. Voilà. On y a la réponse, elle est là. Quoi. Un des éléments qui est au cœur du débat, c'est le coût de remise en état de la ligne, avec des chiffres, si j'ai bien compris, qui vont du simple au très petit. Est-ce que vous avez pu décortiquer pourquoi il y a cet écart? Vous suivez? Vous avez compris ma question? Oui, bien sûr. Parce que je connais des gens qui n'ont pas une carte comme celui-là. Là, pour votre question, malheureusement, on n'a pas le détail de l'estimation officielle, donc on ne peut pas aller l'expertiser, la critiquer. Nous, on sait d'où viennent les chiffres. Du coup, c'est ça, c'est des chiffres bruts qu'on nous sort, et puis on n'est pas capable de les comparer quelque part. C'est ça le problème. Pour arriver à débattre et arriver à contrer un certain nombre d'éléments. Non, mais on peut faire l'exercice inverse, proposer nos chiffres et expliquer d'où ils viennent, et voir, et essayer de trouver les écarts avec eux. Voilà. Ça aurait été intéressant, mais bon, je comprends ce que vous nous avez donné. Ça aurait été intéressant que vous puissiez décortiquer le pourquoi. On l'a fait l'exercice dans le détail, alors on ne l'a pas exposé là, mais les chiffres là des travaux, ils viennent en fait des études très récentes de lignes de moyenne montagne en région Occitanie. Des études qui sont de l'année dernière. C'est des chiffres très récents. Et on a pris une situation de ligne qui correspondait à peu près aux lignes qu'on a ici, avec les mêmes rampes importantes de 25 mètres pour 1000, voilà, une réouverture de ligne aussi, avec des coûts et des coûts simplifiés. Et on a adapté, tout ce qu'on a pris, c'était des choses qu'on a déjà pratiquées sur notre ligne, et les coûts sont à peu près, nos coûts là sont fiabilisés, même à peu près un poil pour le prix. Alors, la SNCF a deux raisons dont on fait des chiffres. Une qui a été évoquée, c'est la frilosité par rapport au projet. La deuxième raison, c'est que quand se fait le tour de table financier en disant la région paye tant, d'autres collectivités locales éventuellement, ou l'État paye tant, et moi SNCF je paye tant, quand on présente une addition à 60 millions d'euros et qu'on dit qu'on en paye 20 et finalement ça coûte 40 ou 50, il n'en reste plus beaucoup à la charge de la SNCF. C'est aussi un tour de passe-passe de la SNCF pour diminuer sa participation au projet. Justement, ce que je voulais vous demander, si je peux me permettre, puisqu'on commence quand même, enfin, ça fait un moment qu'on est un certain nombre à travailler sur le sujet, et c'est vrai que les associations ou les structures qui se mettent en place, comme on l'a fait pour effectivement le Mont d'Or, Volvic-Clermont, peut se faire jusqu'à Ussel et on peut travailler ensemble. Tant qu'on a chaque fois les représentants des cheminots nous ont alertés, etc. Et dans votre étude, qui est extrêmement riche et complexe, est-ce que vous pourriez nous tirer les 3 ou 4 éléments qui fait que la prochaine fois que, par exemple, nos élus se trouvent face à l'État ou en questionnement de l'État, car parfois, par exemple, la sous-préfecture d'Issoire, ils écoutent, ils entendent un certain nombre de choses, mais il y a ce que dit la SNCF, ce que dit, etc. Est-ce que dans votre étude, il y a des choses, parce qu'on en a vu tous, qui sont tellement fortes que ça pourrait être intéressant, puisque si je donne le dernier exemple, la dernière fois qu'il y a eu une réunion pour réfléchir un petit peu par rapport à cette ligne, la seule question à l'ordre du jour, c'était le train touristique, le projet de train touristique financé par le Puy-de-Dôme. Pour voir d'ailleurs que ce projet de train touristique, si le reste ne marchait pas, ça ne pouvait pas marcher. Et sinon, la région, elle, pour le moment, elle n'a financé d'études, si je me souviens bien,
qu'entre Clermont-Ferrand et Volvic, parce que là, c'est la zone du cadencement. Donc, dans vos points à vous, quels sont ceux qui nous permettraient les uns et les autres de nous parler davantage et de questionner plus efficacement? Vous avez bien compris que élus et citoyens, toutes nuances confondues, on essayait de bosser ensemble pour nous donner des arguments pour nous aider et continuer à travailler comme on essaie de le faire les uns et les autres, parce que la masse est tellement forte dans ce que vous nous avez donné qu'il faudra qu'on en tire les éléments au fur et à mesure. Très clairement, il y a la volonté d'avoir une plaquette justement à disposition du grand public qui reprenne des éléments, qui, avec les éléments chiffrés, qui soient beaucoup moins lourds que le diaporama de 50 diapos, et qui pourra vous être communiqué. Très clairement, tout de suite, c'est pas finalisé, donc ça ne sera pas pour ce soir, mais oui, il y a quelque chose de prévu pour nous donner ça sans problème. Et les études qui ont été menées, je rappelle, oui, c'est par des spécialistes du rail hors SNCF, parce qu'aujourd'hui SNCF travaille avec beaucoup d'entreprises autres que les SNCF, d'entreprises privées. Et oui, les cabinets se sont déplacés sur site, on regardait de quand dataient les rails, quand dataient les traverses, la somme d'élagage qu'il y avait à faire et la remise en état des installations électriques qui ont été démontées par la SNCF. Donc oui, les chiffres sont fiables et comparables avec une région, avec des travaux qui ont été déjà effectués. Ils peuvent être mis à côté de ceux de la SNCF et demander justement à la SNCF où c'est qu'il y a l'écart aujourd'hui, très clairement. Et vous-même, dans votre étude, faire remonter cette information, est-ce que vous avez des faire quelque part? Alors nous, on est à votre service en fait. On ne fera pas remonter l'information, on vous donnera, comme le disait madame, tous les éléments pour pouvoir les faire remonter. Voilà. Merci. Lionel Guy, président de la Commission du Sensi. D'abord, moi, je veux vous remercier parce que c'est vrai que, comme le disait Daniel Leroy, on va disposer de chiffres, d'un document qui va nous permettre de pouvoir discuter de manière précise avec nos interlocuteurs, parce que jusqu'à présent, on avait une source d'informations qui manifestement étaient confiées, mais pour lequel nous n'avions pas de billes. Donc, mon collègue l'a dit tout à l'heure, là, on a une deuxième version, donc ça nous permet quand même d'aller dans le détail et de pouvoir mettre quand même le doigt où ça fait mal sur certains aspects, de ne pas prendre pour argent comptant tout ce qu'on peut nous dire. Déjà, je suis ravi de voir autant de monde ce soir, parce que c'est vrai que voilà, il y a de la mobilisation, il y a des gens qui sont là. Alors, on a tous dit qu'on était un peu tous dans la même veine et tous assez convaincus par la nécessité de transport ferré, la nécessité de réagir. Donc, c'est vrai qu'on part un petit peu entre convaincus. Qu'on est aujourd'hui sur une phase qui peut paraître assez désespérante, puisque d'un point de vue social, d'un point de vue environnemental, d'un point de vue mobilité, d'un point de vue énergie, on se retrouve qu'on est à peu près dans un système d'impasse généralisé sur tous ces systèmes-là, et qu'effectivement, on se dit par quel bout le prendre. Et on le voit bien dans les questions et les thèmes qui sont abordés là, on passe du court terme, du moyen terme, du long terme, et d'une certaine manière, on a du mal à sortir de ces problématiques qui sont relativement diverses. Pour autant, ce marasme général, d'une certaine manière, est aussi facteur d'espoir, parce que concrètement, ce qui n'était pas possible jusqu'à présent, c'est-à-dire un changement politique anticipé, construit, avec effectivement tout ce qu'on nous annonce par rapport à l'environnement, au GIEC, à la catastrophe sociale, s'impose, va s'imposer. C'est-à-dire que concrètement, ce qui n'a pas été possible par intelligence et par mobilisation ou par résultat politique, va s'imposer parce qu'on arrive au bout, on arrive dans le mur. Alors c'est dommage qu'on ne soit pas capable, mais bon, ça fait, on ne fait pas l'histoire, on est sur ce système-là, ça va s'imposer. Donc ça veut dire quand même que cette perspective, que ça s'impose d'un point de vue global, elle est quand même intéressante et nous mobilise encore plus pour défendre localement ce qui aujourd'hui paraît une ligne abandonnée, paraît une ligne condamnée, paraît une ligne sans avenir, parce que concrètement, dans un système qui n'est pas pensé, une ligne toute seule dans un coin, comme l'a dit monsieur au premier rang là-bas, les usagers ne veulent pas trop la prendre, ça passe pas comment la prendre. Enfin bref, c'est un cercle vicieux qui se met en place, alors que là, on peut, dans la perspective d'un changement général qui devrait intervenir, parce que concrètement il n'y aura pas de solution, nous approcher à défendre cette ligne locale. Je rajoute un élément pour le local, puisque je suis sur le local, à tous les éléments que vous avez rajoutés, à tous les coûts, à l'indice direct, indirect, tout ce que vous avez évoqué, dont on va se servir. Il y a un autre élément, c'est qu'on est dans un endroit où
les gens viennent chercher la biodiversité et qu'on ne peut pas se satisfaire de voir arriver des milliers et des milliers de voitures qui font des kilomètres de queue pour aller voir la vallée de Chaudefour ou n'importe quel site du centre. Donc on est dans une aberration, là aussi, que les transports collectifs pourront nous permettre de corriger. Donc voilà, c'est un élément supplémentaire. En tout cas, merci pour tous ces éléments. Et je crois que c'est vrai qu'on peut garder un peu la mobilisation pour cette ligne, même si aujourd'hui on n'est pas répondu. Je voulais dire juste une petite chose concernant le tourisme, le cyclotourisme. Il me semble que si aujourd'hui on est à Clermont-Ferrand et qu'on n'a pas envie de faire Clermont-Mont-d'Or en vélo, mais qu'après on démarrera de la pédale, dans un cas on ne peut pas mettre un vélo dans un wagon, on peut. Ça me paraît intéressant. Je ne sais pas si plusieurs d'entre nous se souviennent. Quand il y a eu le train à vapeur qui a dû faire il y a 10 ans Nantes, le Mont d'Or en couchette et tout ça, c'était presque le transsibérien. Et bonjour, Hervé Gontier, secrétaire régional de la Société des cheminots en Auvergne. Tout d'abord, je tenais à vous remercier d'avoir répondu aussi nombreux à notre sollicitation, à ce débat public, ce qui prouve bien qu'il y a un intérêt à la fois sur la commune du Mont-d'Or, mais au-delà, de faire revenir le train entre Clermont et le Mont-d'Or. On voit bien que les débats sont riches, les questions fusent et les réponses aussi, et ça prouve qu'il y a réellement un besoin. Et nous, ce que nous portons dans nos revendications, c'est avant tout ça. C'est un service public qui répond aux besoins du public. Et c'est l'essence même du service public envers les usagers. Et vous l'avez souligné, l'inadaptation des dessertes, l'inadaptation des horaires, du matériel, font que, forcément, ce sont hélas des lignes, ce sont des trains qui sont désertés, qui après sont purement et simplement supprimés. Nous, ce que nous portons dans nos revendications, et on l'a fait encore le mois dernier lorsqu'on a interpellé le vice-président du conseil régional chargé des transports, M. Aguilera, à Clermont-Ferrand, il y avait 150 cheminots qui étaient présents pour lui rappeler que nous revendiquions une convention TER de haut niveau. Et ce qui veut dire de haut niveau, c'est qu'elle se termine au 31 décembre, la convention TER de cette année. Et le haut niveau, c'est répondre aux besoins. Et ça passe par la réouverture de lignes. Et on n'est pas en opposition dans ce que l'on... Un monsieur est intervenu en disant oui, mais attention, nous, on parle pour nous, mais ailleurs, ça peut être aussi important pour d'autres usagers, d'autres lignes, et des choix politiques pourront être faits pour rouvrir d'autres lignes plutôt que la nôtre. Nous ne sommes pas dans cette conception-là du service public. Parce que on prône également la réouverture de la liaison entre Clermont et Saint-Étienne, la réouverture de Tiers-Point. Il y a également sur Montluçon via Uxelles. Vendredi, j'étais encore moi dans le Cher parce que les camarades à la fois de Bourges, de Vierzon et de Montluçon se battent aussi pour le maintien de la ligne entre Montluçon et Paris et qu'on puisse voyager de bout en bout dans de bonnes conditions avec des horaires qui correspondent et sans forcément de changement. Donc des batailles, on en mène à tous les niveaux et on n'est pas en opposition, au contraire, entre des populations ou certaines lignes. C'est ça l'essence même du service public. Et on le redit haut et fort, c'est que le service public, le service rendu aux usagers doit être le même que l'on habite au Mont-d'Or, que l'on habite dans le Cantal, à Encloire, en région parisienne ou en métropole lyonnaise. On a le droit au même service. Les Auvergnats ne sont pas des usagers de seconde zone. Et le train en fait essentiellement partie, énormément partie, parce qu'on le voit bien, le transport a quand même une charge financière importante dans le coût des ménages. Et répondre aux besoins avec une tarification adaptée, des horaires adaptés, c'est ce que nous portons. Et donc, on mène des batailles en interne, ça a été rappelé, les cheminots se battent. Et là, je caricature un petit peu, mais ils ne se battent pas parce qu'ils sont des nantis qui veulent protéger leur statut et leur précaré. Non, ils se battent avant tout pour pouvoir à la fois préserver, mais aussi développer le ferroviaire.
Parce qu'on parlait de coûts sur des expertises. Une expertise comme celle-ci, elle a forcément un coût. On ne peut hélas pas en faire autant qu'on voudrait, parce qu'on aimerait, hein, bien évidemment, parce qu'il y a bon nombre de sujets. On ne peut pas le faire, mais ça ne veut pas dire qu'on n'en fera pas d'autres. Mais pour autant, à l'inverse, la SNCF n'a jamais eu autant d'argent en trésorerie. Il faut savoir, sur les comptes de la SNCF, actuellement, il y a 9,5 milliards d'euros. Il n'y a, depuis la création de la SNCF en 1938, jamais eu autant d'argent. Sauf qu'après, ce sont des choix politiques et stratégiques de réinvestissement de l'argent. Donc, est-ce qu'on veut répondre aux besoins des usagers que nous sommes, que vous êtes, à leur offrir un service de qualité, ou est-ce qu'on fait un choix d'investir 650 millions dans le métro à Boston, voilà, de l'autre côté de l'Atlantique? Est-ce qu'on fait le choix d'investir 550 millions d'euros pour concurrencer le TGV en Espagne, entre Madrid et Barcelone? Voilà, ça, ce sont des choix politiques et stratégiques. Alors, je ne vais pas faire trop long non plus, mais il y a aussi la réforme du système ferroviaire de 2018 qui a instauré la mise en ouverture à la concurrence, la dislocation, ça a été repris par madame, la dislocation des services publics et en particulier de la SNCF. Et donc, du coup, il y a une règle d'or qui est mise en place et il faut maintenant que les choix stratégiques et de régénération du réseau soient rentables. Voilà, on en est là maintenant du service public, c'est la rentabilité. Et la SNCF est dirigée comme une entreprise, on va dire, comme les autres. Donc, je termine et je conclue parce que sinon je pourrais parler encore très longtemps. Mais simplement que des batailles nous en menons. Justement, je parlais de la convention TER. Il faut savoir qu'on a mis en place une pétition, vous l'avez peut-être vu, si ce n'est pas le cas, je vous invite à la signer. Pour une convention donc, de haut niveau pour les 10 prochaines années. Il y a plus de 20 000 signatures qui ont déjà été enregistrées sur le site change.org. Donc on ne part pas de zéro. Et ça prouve bien qu'il y a une volonté à la fois de la part des usagers d'avoir quand même une réponse à leurs besoins. Et des initiatives, on en aura encore d'autres, et notamment à Lyon, le 28 juin prochain. Il y a un sommet européen de l'ensemble des ministres européens des transports sur 3 jours à Lyon. Et la CGT va s'y inviter. Je vous invite, si vous avez l'occasion d'être dans la métropole lyonnaise, de venir nous soutenir, parce qu'on aura des choses à dire, à la fois donc, au futur ministre des Transports, parce qu'actuellement, vous le voyez bien, on parle de politique, mais ça ne vous a peut-être pas échappé. Mais actuellement, on n'a pas le ministre des Transports. Alors peut-être qu'ils allaient partir en avion législative, on verra quelle sera le ministre. Mais quoi qu'il en soit, voilà, nous menons ces batailles-là. Et je terminerai sur les législatives, parce qu'on ne peut pas parler des SNCF comme une entreprise publique de services publics détenus à 100% par l'État sans faire de politique. Ce n'est pas possible. Et les échéances électorales qui arrivent, là, avec le premier tour des législatives, on l'a bien vu, hein, souvenez-vous, vous étiez sûrement avec nous il y a 1 an, devant la gare, en pleine campagne pour les régionales. Bon nombre de candidats étaient parmi nous. Vous soutenez. Certains ont été élus dans la majorité, sauf que là, depuis 1 an, on ne les entend plus. Voilà. On ne les entend plus, ne répondent plus à nos sollicitations, et on ne les voit plus. Donc, là, voilà, on est encore en campagne, mais voilà, ne nous trompons pas, ne vous trompez pas, la CGT est indépendante, mais n'est pas neutre. Donc voilà, je vous fais passer quelques messages. Et en tout cas, voilà, je tenais encore à vous remercier, et on aura d'autres luttes que nous mènerons, et je pense que vous serez nombreux avec nous dans nos différentes batailles. Comment on peut